En plateau, Anastasia Chapochkina, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être présente ce soir sur notre plateau de France 24. Vous êtes maître de conférences géopolitiques à Sciences Po, spécialiste des relations Europe-Russie et aussi président du think tank Eastern Cycles. Alors tout d'abord, les craintes du président Volodymyr Zelensky de voir ses alliés occidentaux se détourner du conflit russo-ukrainien sont-elles fondées ? Effectivement, ils sont fondés, surtout concernant les deux alliés les plus importants, donc les États-Unis et l'Union européenne. Pour les États-Unis, vraiment, la guerre en Israël dans le Moyen-Orient ouvre pour Vladimir Poutine une grande victoire, parce que ça ouvre le deuxième front pour les États-Unis. L'Israël est le allié américain historique, qui est une garantie de l'intervention américaine et de l'aide américaine active tout de suite, si jamais quoi qu'il arrive. Et là, du coup, on ne pouvait pas choisir mieux un pays où quelque chose arrive, pour ouvrir un deuxième front, parce que là, c'est le garantie que les États-Unis vont intervenir, et ils ont commencé à intervenir. Ça, dans le contexte budgétaire américain très tendu, où la question de l'aide ukrainienne a déjà été mise sur la table et était déjà suspendue. D'abord, on se rappelle la demande du président Biden de donner le nouveau package de l'aide militaire et financière à l'Ukraine de 24 milliards. D'abord a été raccourci à 6 milliards, ensuite complètement remis de la table. Ensuite, les États-Unis qui sont plongés maintenant dans la crise politique autour de leur propre possibilité de stopper leur gouvernement à cause de la dette gigantesque. Et c'est un débat aux États-Unis, au sein des partis politiques. Exactement, parce que à cause de la dette gigantesque, c'est la question à qui on donne les sous devient prioritaire. Et là, de positionner l'Ukraine face à l'Israël, on sait qui va gagner, parce que l'Israël va toujours gagner. Aux États-Unis, c'est le seul allié fiable au Moyen-Orient de toujours, et c'est vraiment l'État que les États-Unis soutient historiquement. Il n'y a pas vraiment question. Il y a il y a quelques millions de Juifs qui habitent aux États-Unis, le lobby très fort, et aussi le positionnement dans la politique étrangère des États-Unis, elle est vraiment extrêmement claire. Par rapport à l'Ukraine, même si dans la stratégie nationale de défense des États-Unis, c'est la Russie et la Chine qui sont désignés en tant que deux adversaires stratégiques, quand même, l'Ukraine n'est pas dans la priorité de la politique étrangère américaine tant que l'Israël. Et en plus de ça, de l'ouverture du deuxième front, donc dans l'extérieur aux États-Unis, la guerre en Israël aide les républicains dans la politique, sur la scène nationale domestique, à continuer à résoudre leurs grands problèmes qui posaient l'Ukraine. Parce que le vue normal de la France, c'est que les républicains sont contre l'Ukraine, les démocrates sont pour. C'est un peu plus nuancé parce qu'il s'agit derrière des dépenses de l'industrie militaire. Et l'industrie militaire aux États-Unis, elle est dispersée un énorme budget aussi. Partout. Et c'est un énorme budget. C'est un énorme budget, mais aussi c'est le budget, surtout c'est l'industrie qui est dispersée dans tous les États, y compris les États républicains. Et donc pour les sénateurs ou pour les gouverneurs républicains, c'est aussi une décision de création d'emplois et de augmentation de leurs propres revenus. Et donc là, ça permet, donc là à la fois ils étaient un peu pris entre ces deux les positions entre les deux extrêmes. Donc soit ils ne soutient plus l'Ukraine, mais par contre, il risque de perdre cette croissance d'emploi dans le secteur militaire dans leur région, soit ils soutiennent l'Ukraine, mais là, ils sont dans une position difficile par rapport à leur propre extrême droite de leur parti. Et là, c'est résolu. Ils peuvent soutenir le développement du secteur militaire en soutenant Israël, qui est absolument, politiquement, absolument bénéficiaire pour tous, et en laissant tomber l'Ukraine. Maintenant, en plus, après le choix, le tout dernièrement, du speaker dans le House of Representatives, il y aura des représentants. Merci. Donc, il y aura plus possible, selon lui en tout cas, de mettre ensemble dans un paquet Israël et Ukraine ce que voulu le président Biden. Il a promis dès son arrivée que ça ne va pas être le cas, qu'il va faire tout dans son pouvoir pour que les deux soient séparés. Et donc l'idée, bien sûr, c'est de laisser tomber l'Ukraine. Alors, je voudrais qu'on revienne, vous parlez du soutien des États-Unis à Israël, c'est important, mais la guerre en Ukraine, elle implique aussi les Européens. Au tout début, je vous parlais justement de ces Occidentaux, Européens qui pourraient détourner le regard. On a vu que la Slovaquie avait décidé hier d'arrêter ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est des livraisons importantes puisque la Slovaquie a livré énormément d'avions de combat, des MiG-29, ces fameux avions soviétiques. Est-ce qu'on peut voir aussi d'autres pays faire défection comme la Slovaquie concrètement qui arrête ?
Je veux dire que la Slovaquie, heureusement, c'est un des exemples le moindre important quand même, parce que c'est un petit pays, ils avaient quelques avions, ils ont tous livré en Mais Ukraine. il participe à cet effort de Ils guerre. participent à cet effort de guerre, mais la perte de Slovaquie, c'est pas la perte la plus importante. Et ça, c'est la perte due à leur propre environnement politique interne. Par contre, ce qui est plus important, à mon avis, c'est la réaction de l'OTAN qu'on a vu tout de suite à 3 semaines après les attaques terroristes sur l'Israël et du coup les développements qui ont suivi. Et là, ce qu'on a vu, c'est la proclamation de cette semaine du secrétaire général de l'OTAN, la proclamation comme ça, ouvertement, que l'OTAN, elle est presque au bout de leur propre stock d'armes. Ce qui est quand même se prenant comme une annonce à faire en général, dans n'importe quel contexte, mais surtout dans ce contexte-là. Et donc, et c'est tout de suite, 3 semaines est passé. Les États-Unis ont commencé à vraiment tourner leur capacité militaire vers l'Israël. C'est clair qu'ils vont s'y investir. Et là, tout de suite, l'Europe dit, voilà, c'est bon. Dès que le personnage principal tourne le dos à l'audience, le personnage secondaire, il est prêt tout de suite de prendre sa place dans le public et comme ça, quitter la scène géopolitique. On a joué un tout petit rôle, mais en tant que gardien du musée, ça nous est beaucoup plus confortable de s'asseoir et de regarder le spectacle et pas de jouer le rôle très longtemps. Et ça, bien sûr, c'est le deuxième gain majeur de Vladimir Poutine qu'il obtient grosso modo grâce à la guerre dans le Moyen-Orient, à cette guerre-là, pas n'importe quelle guerre. Alors, Vladimir Poutine s'était rapproché d'Israël récemment. Il prend aujourd'hui ses distances. Il dénonce les frappes sur Gaza. Il y a de sa part une stratégie vis-à-vis des Occidentaux qui dénonce les bombardements russes sur l'Ukraine. Il y a une volonté d'affaiblir l'Europe et les États-Unis très claire. Je pense que là, c'est même pas la volonté, c'est plutôt ça va se faire. Ça se fait automatiquement, ça va se faire. Ça s'affaiblit et Vladimir Poutine prend ses positions. Ses positions pour ces rapprochements d'Israël, je voudrais dire juste 2 choses. C'est que Vladimir Poutine, qui quand même était un des très peu de leaders, c'est pas le seul, qui n'a pas exprimé ses condoléances. Oui, de compassion pour les victimes israéliennes. Oui, dès le 7 octobre. Et deuxièmement, même hier, même quoi qu'il dit aujourd'hui, donc hier même, il a reçu Hamas à Moscou, les représentants d'Hamas, avec les représentants de l'Iran. Et là, bien sûr, comme vous le dites, quand il cherche la sortie de l'isolement, il cherche peut-être la sortie de l'isolement, parce que bien sûr, la Russie adore toujours imaginer qu'elle joue un grand rôle de diplomate au Moyen-Orient, mais à la tête d'un empire. Cette sortie, elle est quand même par la porte de sous-sol, parce que quand même, là, il cherche cette sortie en compagnie avec Hamas d'un côté et l'Iran de l'autre, qui sont quand même, les deux sont un peu parias, soit l'État inexistant, soit les chefs de l'État inexistant, soit un paria international déjà sous sanction depuis des années et des années. Donc là, est-ce qu'il va sortir de cet isolement? Maintenant, surtout ce qui est le plan diplomatique, c'est Qatar surtout qui mène beaucoup l'enjeu là-bas, la Turquie qui cherche sa place dans le queue assez longue, donc la Russie va joindre ce queue, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à sortir de l'isolement? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'il va réussir, et ça c'est certain, c'est de marquer le territoire. Il va maintenant... L'Ukraine, elle était depuis ces 2 ans engagée dans une démarche inhabituelle pour elle, pour sa politique étrangère, de chercher de nouveaux alliés, surtout dans ce qu'on arrivait à appeler le Global South, le Sud global. Donc, c'est un terme qu'on n'a pas trouvé mieux, donc on utilise ça. Et là, l'Ukraine, elle a cherché de se positionner et de développer le discours par rapport à tous ces pays qui, habituellement, ne pensaient pas du tout à l'Ukraine non plus, donc comme l'Arabie Saoudite, par exemple, comme le Qatar, les Émirats d'Arabes Unis. Et ensuite, il y avait aussi les alliés traditionnels de l'Ukraine, mais en même temps de la Russie, c'est comme la Turquie, etc. Là, avec l'Israël, toutes les questions sont résolues tout de suite. Tous ces efforts, on peut les mettre pas dans la poubelle, mais en tout cas, diplomatiquement, ils sont tout de suite beaucoup plus affaiblis. Parce que la Russie, elle déclare dès le premier jour, dès les premières secondes, qu'elle est clairement pro-Hamas, elle est pro-Palestine, et elle est complètement dans le camp de la plupart des pays de ce sud global. Quand l'Ukraine, tout de suite, bien sûr, a déclaré qu'elle est du côté d'Israël, avec qui il s'associe énormément, et la coopération de laquelle elle a cherché. Et là, tout de suite, encore une autre victoire diplomatique. Poutine est satisfait, on l'a vu dans les médias russes d'ailleurs au lendemain de l'attaque du Hamas, est satisfait de l'ouverture de ce nouveau front. Pour les États-Unis, il peut y avoir un 3e front qui pourrait s'ouvrir aussi, c'est celui de Taïwan. Ouais. Qu'est-ce qu'il espère? C'est que les États-Unis en fait ne puissent pas être sur 3 fronts en même temps, 2 au minimum déjà aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis pourraient être sur ces fronts militairement, financièrement?
Ce que montrent les finances des États-Unis, c'est qu'elle est bien sûr très affaiblie, militairement, ça reste la première armée du monde. Elle peut être La force de projection est quand même colossale. dans différents conflits, bien sûr, et c'est déjà été le cas. Les États-Unis étaient dans plusieurs guerres à la fois, comme l'Afghanistan et l'Irak. Malheureusement, ce sont des exemples très tragiques. Et il n'y a zéro goût aujourd'hui dans le public américain pour n'importe quelle nouvelle guerre, dans l'application directe américaine, surtout des hommes et même des budgets. Aujourd'hui, ça, on arrive vraiment à la limite. Et bien sûr, c'est la stratégie de comment tuer le mammouth. On attaque de tous les différents fronts et on le piège contre le mur. Et là, le mammouth s'épuise et ensuite, on tue comme ça. La question de l'ouverture du troisième front, surtout, est devenue intéressante depuis aujourd'hui ou même hier. C'est pas forcément sur le Taïwan tout de suite, mais peut-être sur la mer de Chine. La mer de Chine, la région asiatique. Exactement. Donc là, ça, ce serait peut-être même encore quelque chose tenté. Mais ça, là, la Russie, elle a bien sûr moins la main. C'est plutôt la décision chinoise. Est-ce que la Chine décide que c'est maintenant qu'elle puisse frapper les États-Unis ou est-ce qu'elle doit attendre encore un tout petit peu? Un mot sur le rôle éventuel de la Russie dans les attaques du Hamas. On peut imaginer, on sait que l'Iran a sa part d'intervention, la Russie, on le sait. Là, on n'a vraiment aucune preuve du rôle de la Russie. C'est sûr que les médias russes étaient très préparés. Il y avait les discours déjà très préparés, tous les reportages étaient prêts, le jour J, l'heure J. Donc, vraiment, on peut se poser des questions. C'était extrêmement bien préparé, les positions, tout ça a été pris. Mais ceux qui évoquent les questions, pour moi, par exemple, c'est bien sûr c'est que l'Iran qui entraînait, par exemple, imaginons l'Iran entraînait Hamas, par exemple. Ça, c'est le voie plus court. Mais après, c'est surtout l'opération même par laquelle c'était mené. C'est l'opération mer-terre-air, un peu à la force spéciale et un peu très secrète, donc d'où même les services secrets israéliens ont loupé. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois exécuté par les forces russes au début du conflit, par exemple. Pensons à Afghanistan aussi. Il y avait toute cette approche. Il y avait aussi cette approche à l'est de l'Ukraine quand la Russie a envahi en 2014. Et le même avec l'opération spéciale qui était nommée la guerre en Ukraine, donc au début. Et là, bien sûr, c'est la Russie qui est l'acteur brillant, qui sait comment entraîner les forces spéciales. Mais on n'a aucune preuve. Merci beaucoup, Anastasia Chapotchkina, d'avoir été avec nous sur ce plateau sur France 24. Merci pour votre éclairage. C'était passionnant.